Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais réfléchir avec vous sur un concept fondamental de la sociologie de Bourdieu, que j'ai nommé le capital culturel. Le capital culturel est un capital extrêmement important et qui explique beaucoup de choses, notamment les inégalités sociales, ce que Bourdieu appelle le racisme de l'intelligence, la justification des inégalités sociales en instrumentalisant justement l'école, le diplôme et la culture. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital culturel? Ce sont tous les savoirs et toutes les connaissances qu'on a acquises et qui sont au fond de notre cerveau. Donc, c'est tout le savoir acquis et qui est au fond de notre cerveau. Donc, c'est acquis, ce n'est pas inné, ce n'est pas génétique, ce n'est pas naturel, ça vient de la culture, ça vient de la société, ça vient de notre famille, ça vient de l'école. Donc, c'est toute la culture générale et aussi spéciale, quand on se spécialise dans une discipline particulière, comme la philosophie, la sociologie, etc. Donc, toute la culture générale et spéciale qu'un individu peut posséder. Donc, ce sont des connaissances acquises, qui ne sont pas naturelles, ne sont pas innées, elles sont acquises au sein de la famille et par l'école aussi. Il faut savoir que Bourdieu distingue trois types de capitaux culturels, ou trois états du capital culturel. Et le premier état, c'est le capital culturel incorporé. Incorporé, c'est-à-dire qui se trouve dans notre corps, dans notre cerveau. Le capital culturel incorporé, ce sont les connaissances qu'on a acquises donc et qui sont dans notre corps, dans notre cerveau. Incorporé ici signifie intérioriser dans notre cerveau, dans le corps propre. Incorporé, c'est dans notre cerveau, dans notre corps. Le cerveau étant une partie du corps. Le capital culturel, nous dit Bourdieu, est incorporé sous la forme de dispositions durables de l'organisme, du corps. C'est un habitus, ça va donner un habitus bourgeois, un habitus artiste, un habitus cultivé, distingué par opposition à l'habitus populaire, à l'habitus paysan, à l'habitus ouvrier, un peu rustre, un peu inculte, un peu vulgaire, enfin du point de vue de la bourgeoisie encore une fois. Donc on acquiert à travers la famille, dans la famille, à travers l'école, des manières de penser plus ou moins rationnelles, des goûts littéraires, musicaux, alimentaires, etc., plus ou moins légitimes, c'est-à-dire plus ou moins proches de la culture bourgeoise, plus ou moins acceptables par la culture bourgeoise, etc. Ces connaissances et ces goûts sont enfouis au fond de notre corps, de notre cerveau, et ils sont durables, invariables, très difficiles à changer. Ce sont des dispositions permanentes, des dispositions durables, c'est-à-dire que ce sont des structures à la fois cognitives et affectives, pardon, donc des structures intellectuelles et émotionnelles qui sont durables et qui sont très difficiles à transformer. Deuxième état du capital culturel objectivé, ce sont tout simplement les objets culturels qu'on possède chez nous. Alors chez les bourgeois, il y a des tableaux de maîtres, des statuettes, des livres, des CD de musique classique, des DVD de films d'auteur, des machines, des ordinateurs, tout un tas d'objets culturels. Bien sûr, les enfants et les parents, en apprenant à manipuler ces objets culturels, on incorpore du capital culturel et des connaissances. En écoutant de la musique classique sur un CD, eh bien, on apprend ce que c'est que Mozart, ce que c'est que Beethoven, etc. En regardant des DVD de films d'auteur, on apprend ce que c'est que Truffaut, Godard ou que sais-je encore. Donc, ces objets culturels nous permettent justement d'incorporer, d'acquérir du capital culturel incorporé. Bourdieu a une citation magnifique. Il nous dit que le capital culturel est un avoir devenu être. C'est d'abord des objets qu'on a appris à manipuler et qui font partie de notre être, qui sont enfouis au fond de notre cerveau. Une propriété faite corps, c'est-à-dire c'est une propriété au sens économique ou au sens social, c'est quelque chose qu'on possède et puis qu'on a appris à comprendre, à connaître et à incorporer. Donc, le capital culturel, c'est une propriété faite corps devenue partie intégrante de la personne, un habitus. Et plus particulièrement, le capital culturel détermine, construit et conditionne cet habitus bourgeois, artiste, cultivé, distingué, etc. Troisième état du capital culturel, c'est le capital culturel institutionnalisé. C'est tout simplement le titre scolaire, le diplôme reconnu par l'institution, c'est-à-dire par les grandes écoles ou par l'école en général, par l'État, par les entreprises, par le marché du travail, etc. Je le répète, mais c'est très important. Bourdieu distingue trois titres qu'on pourrait nommer les titres de la domination et le titre de noblesse, titre de propriété industrielle par exemple, et le titre scolaire. Ces trois titres permettent de justifier les inégalités, les hiérarchies, etc.
Le capital culturel, bien sûr, s'hérite au sein de la famille. Bien sûr que les bourgeois héritent leur culture de leurs parents. Et on pourrait se poser la question du mérite, puisqu'ils héritent sans mérite. Mais cet héritage prend beaucoup de temps, le temps long de l'apprentissage au sein de la famille et dans l'école. Par opposition à l'argent ou au capital économique, par rapport à une usine, par exemple, un industriel peut transmettre son usine à son fils unique en 3 minutes chez le notaire. C'est le testament. Donc en 2 minutes, on peut transmettre de l'argent à ses enfants. Mais pour transmettre le savoir, les codes, les connaissances nécessaires à la réussite scolaire, il faut un travail de tous les jours pendant très longtemps. La différence entre le capital économique, entre l'argent et le capital culturel, le savoir, c'est que il y en a un, le capital économique, qui se transmet très vite, qui peut se transmettre très vite, et l'autre, le capital culturel, qui prend énormément de temps pour être transmis. Quelles sont les différences fondamentales, pas toutes les différences, mais les différences fondamentales entre le capital économique et le capital culturel? Première différence, le capital économique survit à son possesseur. C'est-à-dire que l'argent, par exemple, est toujours dans le compte en banque, même après la mort de la personne qui le possède. Si vous possédez une usine, elle peut vous survivre. Vous pouvez mourir et elle sera toujours là, l'usine. L'argent peut se transmettre très vite et l'argent est un bien rival, ça c'est une notion économique, c'est un bien rival, c'est-à-dire plus A on a, moins B peut en avoir. Plus quelqu'un en a, plus les autres ont moins d'argent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir autant tous en même temps, etc. Le capital culturel, incorporé, celui qui est dans notre cerveau, nos connaissances, meurt avec son possesseur. C'est-à-dire que vos connaissances meurent avec vous, à moins de les transmettre à vos enfants, des élèves, des étudiants, ou de les objectiver dans un livre, c'est-à-dire de les écrire dans un livre. Et cela peut prendre beaucoup de temps, plus particulièrement pour la transmission, bien sûr, qui se fait au sein de la famille, la transmission des connaissances, des codes bourgeois, etc., qui prend énormément de temps, comme je l'ai dit précédemment. Le bien culturel, la connaissance, le savoir est un bien non rival. Nous pouvons tous le posséder sans que personne n'en ait moins qu'un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que A le possède que B en a moins. Le savoir, on peut tous le posséder et ça ne lèse personne. Dans le cas du capital culturel, Bourdieu le relie beaucoup et souvent à cette question de l'autodidaxie. Euh, C'est le cas de l'autodidacte. L'autodidacte, c'est celui qui a incorporé du capital culturel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vraiment engrangé, incorporé beaucoup de connaissances. Mais il n'a pas de diplôme reconnu par l'État, par la société. Par conséquent, il n'aura pas la même reconnaissance sur le marché du travail qui exige des diplômes. C'est-à-dire que si vous êtes autodidacte, par exemple, et que vous connaissez très bien la comptabilité, vous ne pouvez pas être engagé sur le marché du travail parce qu'on vous demandera un diplôme. Vous avez beau être vraiment excellent dans un domaine, si vous n'avez pas de diplôme reconnu par l'État, on ne vous fera pas confiance, par exemple, sauf exception. L'autodidacte ne bénéficiera pas de la même écoute lors des échanges intellectuels. Donc il n'a pas de diplôme et on ne respecte pas son point de vue, sauf vraiment cas exceptionnel. Il est toujours dans la démonstration culturelle, l'autodidacte. Il est toujours dans l'exhibition culturelle, parce qu'il est sommé de prouver son intelligence, il est sommé de prouver sa culture. Quand on a un diplôme, on n'est pas obligé de montrer constamment son savoir. Notre savoir est reconnu par l'institution, par l'État, par la société tout entière. Donc personne ne peut remettre en cause, ou presque, nos compétences, nos connaissances, notre savoir, notre culture quand on est diplômé. Nous avons tout l'ordre social pour nous qui clame notre intelligence. L'État reconnaît notre intelligence, l'école reconnaît notre intelligence, toute la société reconnaît notre intelligence. Donc nous n'avons pas vraiment à la prouver, contrairement à l'autodidacte qui, lui, n'est pas reconnu par la société et par l'école et qui donc est toujours dans cette tension, dans ce désir de monstration de son intelligence. Ici, on peut relier cette question au racisme de l'intelligence parce que les gens diplômés, la bourgeoisie cultivée, croient vraiment qu'elle constitue une race extérieure supérieure aux classes populaires. Donc l'autodidacte est toujours tendu, toujours remis en cause dans son intelligence, même s'il a un capital incorporé conséquent. Alors que la personne diplômée est toujours détendue, elle a une certitude au sui, elle est certaine de sa valeur intellectuelle, elle est sûre d'elle-même, elle est sûre de ses connaissances, parce que l'État reconnaît son intelligence à vie, son diplôme est valable tout le temps,
jusqu'à sa mort, même s'il perd la mémoire et même s'il est complètement médiocre intellectuellement. Bourdieu relie aussi la question du titre scolaire ou du titre de noblesse ou du titre de propriété à la question de la debilitas, qui est une question extrêmement classique, hein. La debilitas en latin signifie simplement la faiblesse physique et mentale, la maladie, le pourrissement du corps et de l'esprit, etc. Donc le titre ou le diplôme protège de la debilitas. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que vous êtes reconnu intelligent à vie grâce au diplôme, quel que soit votre état physique ou mental. Vous êtes malade ou pas, vous avez perdu la mémoire ou pas, vous êtes complètement médiocre intellectuellement, vous êtes protégé par le diplôme, vous êtes reconnu socialement par l'État, par l'école. L'autodidacte, même très cultivé, même au plus haut de sa forme physique et mentale, n'aura pas les mêmes privilèges que quelqu'un qui est diplômé, reconnu par l'État et l'école. Donc un diplômé malade, complètement médiocre, et un autodidacte en pleine forme physique et mentale n'auront pas les mêmes bénéfices sur le marché scolaire, ni sur le marché professionnel, ni sur le marché sexuel d'ailleurs, parce que des études démontrent que pour accéder à cette ressource rare qui est la sexualité, eh bien, le capital culturel est très important, le capital linguistique aussi est très important, c'est que parce que la sélection sexuelle se fait aussi sur le capital culturel et sur le capital linguistique. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.